Je m'appelle Avril Anne. Le jardin à Kansas City bourdonnait de musique d'anniversaire, des guirlandes lumineuses étaient tendues sur la clôture et l'odeur des hamburgers grillés flottait partout. Maman, Judith, se tenait sur les marches du patio, le verre levé, sa voix tranchant le brouhaha comme si la nuit lui appartenait. Certains enfants vous rendent fiers chaque jour, dit-elle, les yeux rivés sur mon frère, Travis. D'autres on aimerait juste ne pas avoir à les voir du tout. Des rires fusèrent. Travis sourit. Papa resta silencieux, comme toujours. Je levai mon propre verre, lui rendant son sourire. Bonne nouvelle, maman. Ton vœu vient de se réaliser. Je suis déjà parti, je vis à Charlotte maintenant. La musique continuait de jouer, mais l'atmosphère changea. Le sourire de maman se figea. Travis toussa dans sa bière. Je posai mon verre, entrai à l'intérieur et ne regardai pas en arrière. Ce fut la dernière fête de famille à laquelle j'assistais. Si l'un de vos parents a déjà dit quelque chose qui vous a blessé plus qu'il ne le pensait, ou peut-être exactement comme il le pensait, dites-le dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. J'ai grandi dans une maison en briques rouges à la périphérie de Kansas City, du genre avec une allée fissurée par trop d'hiver du Midwest et un garage qui sentait l'huile et les vieux gants de baseball. Maman gérait la maison comme un tableau de pointage. Chaque point allait à Travis. Il était le lanceur de l'équipe du lycée, celui qui avait les nouveaux crampons avant même le début de la saison, celui dont les matchs remplissaient le calendrier sur le frigo. Mon 8e anniversaire tombait un mardi. Je suis rentré de l'école en m'attendant à quelque chose, peut-être un gâteau de l'épicerie, le genre bon marché avec des ballons en plastique dessus. Le comptoir de la cuisine était vide, à l'exception d'un mot, Travis à entraînement. Commande une pizza si tu as faim. J'ai mangé des céréales debout, le lait coulant sur le linoléum. Papa est rentré plus tard. La cravate desserrée, il m'a ébouriffé les cheveux sans un mot. C'était sa version du « désolé ». Les anniversaires de Travis étaient différents. Tout le quartier venait. Une année, maman a loué un château gonflable, l'année suivante, elle a engagé un gars pour griller des côtes. Elle se tenait à la porte dans sa robe d'été, faisant signe aux gens d'entrer, racontant à tout le monde comment Travis avait retiré 3 frappeurs d'affilée en 7e manche. Je m'asseyais sur les marches du Porsche, comptant les voitures, me demandant si quelqu'un remarquait ma présence. Maman ne s'en est jamais cachée. Travis ira loin, disait-elle en pliant ses uniformes, le tissu doux à force d'être lavé. Tu dois le soutenir. Soutenir signifiait renoncer à mes samedis matins pour m'asseoir dans les gradins, signifiait donner mon argent de poche lorsque sa collecte de fonds arrivait. Je le faisais sans me plaindre. Se plaindre ne menait à rien dans cette maison. Papa, Harold, travaillait en ville, des chiffres et des feuilles de calcul toute la journée. Il rentrait fatigué, enlevait ses chaussures près de la porte et disparaissait dans son bureau avec la télé. Si maman élevait la voix à propos de Travis qui avait besoin de nouvel équipement, il hochait la tête et signait le chèque. Si je demandais $20 pour une sortie scolaire, il levait les yeux juste assez longtemps pour dire « demande à ta mère ». Et c'était tout. La seule personne qui me voyait était tante Eileen, la sœur cadette de papa. Elle vivait de l'autre côté de la ville dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie, le genre où l'odeur des brioches à la cannelle s'infiltrait à travers le plancher. Elle a commencé à venir les dimanches, sans prévenir, se garant dans l'allée avec sa Honda cabossée, le coffre plein de courses qu'elle n'avait pas besoin d'acheter. Maman fronçait les sourcils mais la laissait entrer. Eileen attendait que maman soit sous la douche ou sortie faire des courses. Alors, elle glissait une enveloppe dans mon sac à dos, $50, parfois 100, pliée serrée avec un élastique. Pour les livres, chuchotait-elle en se tapotant le côté du nez, comme si c'était notre code secret, ou tout ce dont tu as besoin. J'ai utilisé le premier billet pour acheter une carte de bibliothèque au centre communautaire, celle qui me permettait d'emprunter des livres de programmation sans frais de retard. Un après-midi, Travis avait un tournoi à Saint-Louis. La maison s'est vidée, maman préparant des glacières, papa chargeant les battes dans le coffre. Je suis resté, prétextant un mal de ventre. Dès que la camionnette est partie, Eileen a frappé à la porte de derrière. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste tendu un laissez-passer de bus et a dit, il y a un club de codage au centre technique en ville, le jeudi. Tu devrais y aller. J'y suis allé. La pièce sentait le café brûlé et les marqueurs effaçables à sec. Des jeunes de mon âge étaient penchés sur des ordinateurs portables,
les doigts volants sur les claviers. L'instructeur, un gars avec une queue de cheval et un t-shirt délavé de la NASA, m'a montré comment écrire ma première ligne de code. Elle a affiché « Hello, Avery » à l'écran, et quelque chose a fait tilt, comme une porte que j'ignorais être verrouillée qui s'ouvrait enfin. Maman l'a découvert des mois plus tard. J'avais laissé une impression sur la table de la cuisine, un stupide devoir sur les boucles et les variables. Elle le tenait entre deux doigts comme si ça pouvait la mordre. « C'est à ça que tu perds ton temps ?» demanda-t-elle. Travis avait besoin d'un nouvel équipement de receveur. L'ancien était fissuré. Elle a froissé le papier et l'a jeté à la poubelle. Je l'ai repêché après qu'elle soit allée se coucher, j'ai lissé les plis et je l'ai scotché à l'intérieur de mon cahier de maths. Papa a tout vu. Il se versait du café, la vapeur s'élevant entre nous. Nos regards se sont croisés une demi-seconde. Il a détourné le regard le premier. Il a pris sa tasse et a fermé la porte du bureau. C'était Harold, choisissant toujours le chemin le moins bruyant. Tante Eileen a continué à donner des enveloppes. Elle ne demandait jamais de remerciements. Une fois, elle m'a conduite au magasin de surplus électronique en périphérie de la ville, celui avec des bacs de circuits imprimés poussiéreux et de fils emmêlés. J'ai dépensé $40 pour un ordinateur portable cassé que quelqu'un avait jeté. Elle a attendu dans la voiture, le moteur tournant au ralenti. Quand je suis sorti, serrant l'objet comme un trésor, elle a juste souri et dit « Construis quelque chose ». Je l'ai fait. Dans le débarras de la cave, qui n'était en réalité qu'un placard avec une ampoule nue et une table pliante. Je l'ai démonté vis par vis. L'écran était fissuré, la batterie morte, mais la carte mère s'est allumée quand je l'ai branchée à une vieille alimentation. C'était la première machine que je réparais. Je ne lui ai donné aucun nom. Les noms ressemblaient à des promesses que je ne pouvais pas tenir. Travis est entré dans l'équipe première en première. Le journal local a publié une photo de lui sur le monticule, le gant levé, maman rayonnante en arrière-plan. Ils l'ont encadré et l'ont accroché dans le couloir, juste au-dessus de l'endroit où se trouvait mon dessin de maternelle. Je passais devant tous les jours en allant à l'arrêt de bus, le sac à dos lourd de livres de la bibliothèque et de la dernière enveloppe d'Eileen. Maman a organisé une fête quand Travis a signé avec un recruteur. Des serpentins, des ballons, un gâteau qui disait « Futur pro » en glaçage bleu. J'ai mangé un coin dans la cuisine, seul, pendant que le salon rugissait de rire. Tante Eileen m'a trouvé là, appuyé contre le comptoir, et a glissé une autre enveloppe dans ma poche. « Continue », dit-elle. Sa voix était assurée, comme si elle connaissait déjà la fin. Le débarras sous l'escalier de la cave est devenu ma cachette, un espace étroit rempli de boîtes de décoration de Noël et des vieux clubs de golf de papa. J'ai traîné une table de jeu du garage, installé une lampe colle de cygne que j'avais trouvée dans un vide-grenier pour $2, et j'ai revendiqué ce coin comme le mien. L'ampoule bourdonnait faiblement, projetant de longues ombres sur les murs en béton qui sentaient le carton humide et les étés oubliés. J'ai commencé avec des livres de la bibliothèque, des pavés sur le C++ et Python, aux pages cornées par trop de mains. La bibliothèque du centre-ville avait une section à l'arrière où la climatisation bourdonnait assez fort pour couvrir le bruit du monde. J'en empruntais 3 à la fois, les fourrais dans mon sac à dos et rentrais à vélo avant que maman ne remarque mon absence. Lire du code, c'était comme déchiffrer un langage secret, chaque ligne une énigme qui n'avait de sens que si on la fixait assez longtemps. Le premier ordinateur portable est venu de l'argent des enveloppes de tante Eileen. Je l'ai acheté à un type sur Craigslist qui m'a rencontré sur un parking derrière une station-service. L'écran vacillait. Le clavier n'avait pas la lettre J, mais il démarrait sur une invite de commande. Je l'ai descendu les escaliers comme de la contrebande, je l'ai posé sur la table et j'ai passé des nuits à ouvrir le boîtier avec un couteau à beurre. La poussière recouvrait mes doigts tandis que je nettoyais le ventilateur, remplaçant une batterie gonflée par une autre récupérée sur une télécommande morte. Quand il a finalement vrombissant planté, je me suis assise et j'ai regardé le curseur lumineux, le cœur battant plus fort que pour n'importe quel match de baseball à l'étage. Maman a découvert l'installation un samedi matin. Elle était descendue chercher les décorations de Noël, a allumé la lumière et s'est figée dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar ?» lança-t-elle en donnant un coup de pied dans un câble d'alimentation qui traînait. Des rallonges serpentaient partout, connectées à une multiprise que j'avais branchée sur la prise du sèche-linge. Elle a ramassé un circuit imprimé que j'avais récupéré d'une vieille imprimante. Je n'ai pas discuté. J'ai tout débranché,
enroulé les câbles et attendu qu'elle remonte en tapant des pieds. Puis j'ai déplacé la table plus loin dans le coin, derrière une pile de pots de peinture où la lumière atteignait à peine. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, j'ai couru à la quincaillerie, j'ai utilisé l'argent de la cantine et j'ai acheté un câble Ethernet plus long. J'ai percé un minuscule trou à travers la solive du plancher, j'ai fait passer le câble jusqu'au routeur du salon quand personne n'était à la maison. Le modem était mort. C'était ma bouée de sauvetage. Les ordinateurs de l'école étaient verrouillés, mais la bibliothèque avait des terminaux publics avec Internet. Je me connectais après les heures, téléchargeais des tutoriels sur la configuration de serveurs, les gravais sur des CD avec le vieux graveur du laboratoire. De retour dans le débarras, j'ai installé Linux sur l'ordinateur portable, Ubuntu, car le forum disait que c'était gratuit et indulgent. Des erreurs clignotaient en rouge, mais j'ai appris à les lire comme des avertissements. Redémarrer, ajuster, répéter. Pendant des vacances d'hiver, Travis était parti à un camp de baseball en Floride. La maison est restée silencieuse pendant une semaine. J'ai profité de ce temps pour récupérer plus de pièces. Un voisin a jeté une vieille tour d'ordinateur de bureau lors de la collecte des encombrants. Je l'ai ramené à la maison à la faveur de l'obscurité, les roues grinçant sur le trottoir. À l'intérieur, il y avait 2 disques durs, une carte mère poussiéreuse et une alimentation qui a fait des étincelles quand je l'ai testé. J'ai récupéré ce qui fonctionnait, soudé des cavaliers avec un fer emprunté en cours de technologie et construit une deuxième machine. Elle chauffait, les ventilateurs vrombissant comme des cigales, mais elle restait en ligne. J'ai connecté les 2 ordinateurs avec un câble croisé, j'ai configuré un réseau local. Les livres de la bibliothèque appelaient ça un cluster. Rien de sophistiqué, juste assez pour exécuter des simulations que j'avais codées pour le plaisir. Un programme prédisait les chances de pluie en fonction des données barométriques que je récupérais d'un capteur bon marché accroché à la fenêtre. Un autre triait les statistiques de frappe de Travis à partir de coupures de journaux que je numérisais au café. Inutile pour quiconque, mais cela prouvait que l'installation fonctionnait. Maman m'a de nouveau surprise pendant le nettoyage de printemps. Elle a ouvert la porte brusquement, les bras chargés de sacs poubelles. « Tu transformes ma maison en décharge », dit-elle, regardant les ventilateurs de la tour et les fils emmêlés. Elle a attrapé une boîte de disquettes et l'a secouée. « Voilà pourquoi tu n'arriveras jamais à rien. Travis s'entraîne avec des pros et toi, tu joues avec des déchets. » J'ai attendu qu'elle parte, puis j'ai tout reconstruit exactement comme c'était. Le mot « déchet » résonnait, mais je l'ai refoulé. Ce soir-là, j'ai commandé un 3e disque dur en ligne, avec la dernière enveloppe d'Aileen, et j'ai configuré un système RAID pour la redondance. Les machines se parlaient désormais, se partageant la charge, sauvegardant les données. J'ai appelé le réseau, rien. Les étiquettes invitaient aux questions. En seconde, le débarras avait sa routine. Je me glissais en bas après le dîner, casque sur les oreilles pour bloquer la télé à l'étage, et je codais jusqu'à ce que l'ampoule vacille. Les forums sont devenus mes camarades de classe, des utilisateurs avec des pseudonymes comme Colonel Panic et Byteme qui répondaient aux questions à 2 heures du matin. J'ai contribué à des corrections, gagné des points de réputation, appris à déboguer des plantages qui gelaient tout le système. Le premier vrai serveur a pris forme à partir de 4 tours abandonnées. Je les ai alignés sur une étagère en métal que j'avais boulonnée au mur, connectée avec des commutateurs achetés dans un marché aux puces. Le refroidissement provenait de ventilateurs de boîte fixés au cadre avec des colliers de serrage. Il bourdonnait constamment, un grognement sourd qui vibrait à travers le sol. J'ai hébergé un site web simple, rien de public, juste une page affichant les statistiques de disponibilité. Voir 99,9% après un mois était plus gratifiant que n'importe quel bulletin de notes. Maman n'est plus jamais descendue. Elle marmonnait à propos de la facture d'électricité, mais papa la payait sans commentaire. Les machines continuaient de s'agrandir, une récupération à la fois, jusqu'à ce que le coin ressemble à un mini-centre de données. Je connaissais chaque courbe de ventilateur, chaque vis desserrée. Ce n'était pas joli, mais c'était à moi. Une enveloppe de l'UNC Charlotte est arrivée un après-midi d'automne, un papier crème épais avec le sceau de l'université en relief doré. Je l'ai trouvé sur le comptoir de la cuisine, à moitié enfoui sous les lettres de recrutement de Travis et les circulaires de coupons de maman. Mon nom était tapé en gras sur le devant. J'ai glissé un couteau à beurre sous le rabat, le cœur battant la chamade en sortant le dossier d'admission. Bourse complète, bourse d'études, frais de scolarité,
logement, et même une allocation pour les livres. Programme d'informatique, classé parmi les meilleurs de l'État. J'ai attendu le dîner pour en parler. La table était mise avec du pain de viande et de la purée instantanée, la vapeur embuant les fenêtres. Papa coupait sa portion méthodiquement. Travis faisait défiler son téléphone, les pouces agiles. Maman passait la saucière. Je me suis raclé la gorge. J'ai été accepté à l'UNC Charlotte, avec une bourse complète. Un silence de plomb tomba. Travis a levé les yeux le premier, les sourcils haussés. Papa a continué à mâcher. Maman a posé la saucière assez fort pour faire gicler la sauce sur la nappe. Charlotte, répéta-t-elle, la voix sèche. C'est à l'autre bout du pays. Non. J'ai poussé la lettre sur la table. C'est à 900 miles, maman, pas sur la Lune. Le programme commence en janvier. Elle n'a pas touché le papier. Tu n'iras pas Travis à des showcases à venir. Des entraîneurs universitaires vont venir. Il a besoin de toi ici pour faire les courses. Pour tenir son emploi du temps. Elle se tourna vers papa. Harold, dis-lui. Papa s'essuya la bouche avec une serviette. C'est loin, dit-il, les yeux sur son assiette. C'est tout ce qu'il dit. J'ai senti la chaleur me monter aux joues. C'est mon avenir, pas son équipe de soutien. Maman se pencha en avant. Ton avenir, c'est d'aider la famille. Si Travis est repêché, nous en profitons tous. Tu restes, tu suis des cours au community college si tu es si intelligente. Fin de la discussion. Je me suis levé, la chaise raclant bruyamment sur le carrelage. Ce n'est pas votre décision. J'ai attrapé la lettre et me suis dirigé vers les escaliers. Maman m'a crié quelque chose sur l'ingratitude, mais je ne me suis pas arrêté. Dans ma chambre, j'ai étalé les documents sur le lit. Date d'orientation, formulaire de logement, une carte du campus avec le bâtiment d'ingénierie entouré en rouge. J'ai tout rempli en ligne ce soir-là, en utilisant l'ordinateur de bureau familial pendant que Travis prenait sa douche. Le portail d'acceptation a clignoté en vert, confirmé. Les semaines suivantes furent tendues. Maman ignorait les cartons que je commençais à empiler dans le couloir. Elle programmait les rendez-vous de physiothérapie de Travis pendant mes heures de travail à l'épicerie, m'obligeant à échanger avec des collègues. Papa m'a conduite au DMV pour une nouvelle carte d'identité sans commentaire, mais a refusé de co-signer le contrat de la résidence universitaire. Demande à ta mère, a-t-il répété. Tante Eileen est arrivée à l'improviste un soir, me prenant à part dans le garage. J'ai entendu, a-t-elle chuchoté, me pressant une carte de débit dans la main. $500 pour le vol, et pour le reste. Ses yeux étaient déterminés. Tu vas le faire. J'ai réservé le billet en ligne. Kansas City à Charlotte, aller simple, vol de nuit. J'ai imprimé la carte d'embarquement à la bibliothèque, les plier en tout petit et les glisser dans mon manuel de calcul. La veille de mon départ, maman m'a coincé dans la buanderie. Si tu franchis cette porte, tu es seul. Pas de retour pour les vacances. Pas d'argent en cas d'urgence. Elle pliait les maillots de Travis avec des gestes secs. Réfléchis bien. J'ai soutenu son regard. C'est fait. Le jour du départ s'est levé gris et froid. J'ai traîné mon sac de voyage et mon sac à dos sur le trottoir à 4 heures du matin, mon souffle formant un nuage sous la lumière du Porsche. Personne ne bougeait à l'intérieur. J'avais appelé un VTC, $20 de la carte d'Eileen. Le chauffeur a chargé mes bagages pendant que je fixais les fenêtres sombres. Les phares ont balayé l'allée. La Honda de tante Eileen est arrivée, le moteur grondant. Elle est sortie dans son manteau, les cheveux en chignon désordonnés. Je ne pouvais pas te laisser partir seule, dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Nous avons roulé jusqu'à l'aéroport en silence, la radio diffusant des classiques à faible volume. Elle s'est garée au départ. Ouvre le coffre. Envoie un message quand tu atterris. L'enregistrement s'est bien passé. Les boursiers étaient prioritaires. J'ai fait un signe en passant la sécurité, Eileen se tenant de l'autre côté de la vitre jusqu'à ce que je disparaisse dans le hall. L'avion a roulé sur la piste alors que le soleil se levait, rose sur les pistes. J'ai appuyé mon front contre le hublot, regardant Kansas City rapetisser en dessous. Maman a envoyé un texto pendant le vol, Travis a un dîner avec un recruteur ce soir.
N'oublie pas d'appeler. Je l'ai supprimé. Le signal de la ceinture de sécurité s'est éteint. J'ai sorti la carte du campus, traçant l'itinéraire de la navette de l'aéroport à ma résidence. 900 miles. Un nouveau code postal. Ma propre clé. Le dernier message de tante Aileen a vibré alors que nous atterrissions. Fier de toi, ma grande. Construis quelque chose de grand. Je l'ai sauvegardé, j'ai éteint le téléphone et je suis entré dans le terminal. Charlotte sentait le kérosène et les promesses d'avenir. Le trajet en VTC jusqu'au campus a duré 40 minutes. Je me suis enregistré à la résidence, carte clé en plastique en main. Chambre 312, vide à l'exception de 2 lits et d'un bureau près de la fenêtre. J'ai d'abord déballé l'ordinateur portable, celui que j'avais reconstruit une douzaine de fois, je l'ai branché et j'ai regardé l'écran de démarrage familier s'illuminer. Fini de se cacher dans des débarras. C'était à moi. L'orientation a commencé le lendemain matin. J'ai traversé le campus avec des baskets neuves, le sweat à capuche de la bourse zippée contre le froid du sud. Personne ne connaissait mon nom de famille ici. Personne ne s'attendait à ce que je porte des bouteilles d'eau pour les sélections. Juste des cours de code et une page blanche. Cet hiver-là, Charlotte n'a pas eu de neige. Juste un ciel gris et un froid humide qui s'infiltrait à travers mon sweat à capuche pendant les cours du matin. La bourse couvrait les frais de scolarité, mais laissait peu pour la nourriture après le loyer. J'ai pris des services dans un dîner hors du campus. Des boui-boui, des recharges de café sans fin, des pourboires en billets froissés. Le gérant me programmait des services doubles le week-end, le cliquetis des assiettes de l'ouverture à la fermeture. Les nuits appartenaient à l'entrepôt au bord industriel de la ville. Je remplissais les étagères pour un distributeur de fournitures médicales, scannant des codes-barres sous des néons qui bourdonnaient comme des abeilles en colère. La paie était meilleure, des heures supplémentaires payées au noir. Je pointais à 22 heures, chargeais des boîtes de seringues et de pansements jusqu'à ce que les klaxons des chariots élévateurs s'estompent vers l'aube. Je dormais par bribes entre les cours, hochant de la tête sur mes manuels dans les box de la bibliothèque. Un jeudi, le service a duré plus longtemps. Une commande urgente de ventilateurs, les hôpitaux se préparant à la saison de la grippe. Le superviseur aboyait pour un empilement plus rapide. Je manœuvrais le transpalette électrique dans des allées étroites, des palettes empilées haut de caisse. Mes yeux brûlaient de fatigue, mais l'horloge indiquait un triple salaire. J'ai reculé trop vite dans un virage, la roue accrochant une sangle lâche. Le transpalette a basculé, une tour de boîte se déplaçant vers moi. J'ai sauté pour l'éviter, mais mon pied a glissé sur des cacahuètes d'emballage renversées. La palette s'est écrasée, le bord métallique percutant ma cheville. La douleur fusa dans ma jambe comme du feu. J'ai heurté le béton, le souffle coupé, les alarmes du capteur d'impact hurlant. Des ouvriers ont crié, quelqu'un a coupé le courant. Logan est apparu le premier, un grand type de mon cours d'algorithme qui faisait le même service. Il avait tout vu depuis le quai de chargement. Ne bouge pas, ordonna-t-il en s'agenouillant à côté de moi. Il a arraché sa ceinture, l'a enroulée fermement au-dessus de l'enflure en guise de garrot. Surélève-la. Il a posé ma jambe sur une boîte aplatie, a composé le 911 sur son téléphone à clapet. Le directeur de l'entrepôt planait, marmonnant à propos de rapports d'incident. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Les temps de réponse de Charlotte étaient rapides. Ils ont immobilisé la cheville, m'ont chargé sur une civière. Logan est monté dans l'ambulance, tenant mon sac à dos. « Tu ne paieras pas pour ça », dit-il quand j'ai protesté contre la facture. L'assurance accident du travail couvre ça. Aux urgences, les radios ont montré une fracture nette. Pas de chirurgie, juste une botte et des béquilles. Le médecin a prescrit un repos que je ne pouvais pas me permettre. Logan m'a ramené à la résidence dans sa Civic rouillée, les feux de détresse clignotant. « Tu auras besoin d'aide pour les notes », a-t-il déclaré. Pas de discussion. Il a commencé à venir après ses services, l'ordinateur portable en équilibre sur ses genoux, partageant des extraits de code du cours. Nous déboguions les devoirs ensemble, échangeant des boissons énergisantes contre de la concentration. L'entrepôt m'a licencié la semaine suivante, politique maison après les blessures. Le dîner a également réduit mes heures, prétextant la basse saison. Le loyer approchait. J'ai clopiné jusqu'au bureau d'aide financière, suppliant pour des fonds d'urgence.
Ils m'ont offert un prêt avec intérêt. Tante Aileen a viré $300 de ses économies, sans poser de questions. Ça a payé les courses et le bus. Logan a proposé l'idée lors d'une soirée pizza tardive dans le salon de la résidence. On se noie tous les deux dans les données des fournitures médicales de cet entrepôt, dit-il en s'essuyant la sauce du menton. Les hôpitaux perdent la trace des stocks pendant les pics d'activité. Et si on créait un logiciel pour prédire les pénuries? Il a dessiné des organigrammes sur des serviettes en papier, des modèles d'apprentissage automatique entraînés sur les journaux d'expédition. J'ai regardé les diagrammes. Ma cheville me lançait dans la botte, mais les chiffres avaient du sens. Nous avions accès à des ensembles de données publiques du CDC, plus des enregistrements anonymisés que j'avais copiés avant de me faire virer. Drew, un senior en bioinformatique, nous a rejoints après nous avoir entendus dans le laboratoire informatique. Il a apporté son expertise en réseaux neuronaux, une intensité tranquille qui équilibrait l'énergie de Logan. Nous avons codé dans la cave du bâtiment d'ingénierie, sur des machines que nous avions récupérées dans les surplus. Le prototype fonctionnait sur mon vieil ordinateur portable, maintenant avec le bureau de Logan et la tour de jeu de Drew. Il extrayait les historiques de commandes, signalait les stocks bas sur les articles critiques comme les EPI. La précision a atteint 85% sur les données de test. Les démonstrations aux investisseurs ont commencé modestement, des présentations aux professeurs, puis aux startups locales de la santé. Nous nous sommes constitués en société sous le nom de BioPredict AI, avons déposé un brevet pour l'algorithme. Un financement de démarrage est venu d'un investisseur providentiel qui avait perdu un cousin à cause de retard d'approvisionnement lors d'une épidémie. Le chèque était à 6 chiffres. Nous avons loué un bureau exigu au-dessus d'une boutique de vapotage. Des tableaux blancs couvraient tous les murs. Logan s'occupait des opérations. Drew affinait les modèles. Je dirigeais le développement. Les béquilles ont laissé place à une botte de marche, puis à des baskets. La fracture a guéri, tordue mais solide. Nous avons lancé la version bêta avec 3 hôpitaux partenaires, des tableaux de bord alertant les équipes d'approvisionnement en temps réel. Les revenus ont commencé à arriver grâce aux abonnements. Maman a appelé une fois, en PCV, depuis Kansas City. Travis a signé un contrat en Ligue mineure, a-t-elle annoncé d'une voix faible. Tu devrais le féliciter. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Tante Aileen a envoyé un SMS de félicitations pour le lancement, ajoutant un emoji de café. La plateforme a évolué rapidement. Nous avons embauché 2 stagiaires, migré les serveurs vers le cloud. BioPredict AI est devenu l'épine dorsale des réseaux de santé régionaux, prédisant les pics avant qu'ils ne fassent les gros titres. Mon nom est apparu sur la table de capitalisation, des parts qui augmentaient avec chaque contrat. Logan m'a tapé dans la main après le premier grand renouvellement. Du sol de l'entrepôt à ça, a-t-il ri, désignant le chaos du bureau. Drew a juste hoché la tête, déjà en train de taper la prochaine mise à jour. L'accident s'est estompé pour devenir une cicatrice sous ma chaussette, un rappel que tomber indique parfois le chemin à suivre. Un email de TechCrunch a atterri dans ma boîte de réception un mardi matin, l'objet criant « 30 de moins de 30 ans ». Vous êtes sur la liste. J'ai cliqué depuis mon bureau, le café refroidissant à côté du clavier. L'article présentait BioPredict AI comme l'outil qui faisait économiser des millions aux hôpitaux en stock gaspillé. Ma photo, prise lors d'une conférence, blazer sur un jean, était à côté de celle de Logan et Drew. L'auteur nous appelait « le trio qui transforme les données en vie sauvée ». La reconnaissance a explosé. Les notifications LinkedIn n'arrêtaient pas. Les investisseurs se glissaient dans mes messages privés, les invitations à des conférences s'empilaient. Nous nous sommes envolés pour San Francisco pour la cérémonie. Une soirée de gala, nous avons loué des smokings et une robe dans une boutique de Fillmore. Sur scène, l'animateur a lu notre biographie pendant que les projecteurs balayaient la foule. J'ai serré le trophée en verre, remercié l'équipe et fait court. Les appareils photo crépitaient. Quelqu'un a crié quelque chose à propos de rumeurs d'acquisition. De retour à Charlotte, la plateforme gérait une véritable crise. Lorsqu'un ouragan a mis hors service les réseaux électriques des Carolines, notre système a redirigé les expéditions de médicaments depuis des entrepôts non affectés, évitant ainsi des pénuries dans les unités de soins intensifs. Les administrateurs d'hôpitaux ont envoyé des emails de remerciements avec des histoires de patients. Des grands-mères recevant leur chimio à temps. Des enfants recevant de l'insuline sans délai.
les revenus ont atteint 7 chiffres grâce aux licences d'entreprise. Un géant pharmaceutique nous a approchés 6 mois plus tard. Leur vice-président est arrivé en jet privé, a visité notre bureau. A fait des calculs sur un tableau blanc. L'offre est arrivée autour d'un steak dans un restaurant sur le toit, un rachat à 8 chiffres, des options sur actions, des primes de rétention. Logan a négocié durement pour les parts des employés. Drew a analysé les modèles de valorisation jusqu'à 3 heures du matin. J'ai signé l'accord de principe à l'aube, le stylo stable. L'affaire a été conclue dans une salle de conférence en ville, des avocats brassant des papiers plus épais que des manuels scolaires. Les virements ont atteint nos comptes la même semaine. J'ai remboursé des prêts étudiants qui n'ont jamais existé, j'ai viré à tante Aileen assez d'argent pour une nouvelle voiture. Elle a répondu avec une photo du concessionnaire, en légende, fini les fuites de la Honda. J'ai cherché une maison le week-end, passant devant des banlieues pavillonnaires jusqu'à ce que le lac Norman apparaisse, son eau bleue scintillant sous les pins. L'agent immobilier m'a montré une villa moderne dans une crique tranquille, des baies vitrées, un quai s'avançant sur le lac, une cuisine assez grande pour un restaurant. J'ai parcouru le grand salon vide, mes talons résonnant sur le bois franc, et j'ai imaginé des réunions sans tableau de pointage. La clôture de la vente a pris 30 jours. J'ai emménagé avec des cartons étiquetés au marqueur, l'ordinateur portable qui a tout commencé sur le comptoir. La salle à manger a eu une table sur mesure, en chêne massif, de 3 mètres de long, pour 10 personnes. Pas de chaise haute, pas de place assignée. J'ai poncé la surface moi-même un week-end, l'odeur âpre de la teinture flottant dans l'air. Logan a aidé à porter les bancs, la sueur perlant alors que nous mettions les pieds à niveau. C'est une sacrée amélioration, a-t-il dit en tapant sur le bois. Drew est arrivé plus tard avec une bière pour la pendaison de crémaillère, a installé un hub intelligent qui contrôlait les lumières et la musique depuis une application. Nous avons baptisé la table avec des plats à emporter, la sauce barbecue tachant le grain du bois, les rires rebondissant sur les plafonds voûtés. L'équipe d'acquisition nous a gardés comme consultants. Je prenais l'avion pour des réunions du conseil d'administration à New York, je présentais des prévisions trimestrielles, je regardais la plateforme s'intégrer aux réseaux nationaux. Des communiqués de presse annonçaient que BioPredict alimentait 80% des hôpitaux du Sud-Est. Mes parts s'accumulaient par tranches, assez pour financer des projets parallèles sans supplier les investisseurs en capital risque. Les voisins ont commencé à venir pour des fêtes au bord du lac. Raphaël, le père célibataire d'à côté, a amené sa fille et une glacière de soda. Nous avons grillé des steaks sur le quai, les enfants sautant dans l'eau estivale. Le docteur Kahn, mon ancien professeur d'algorithme, est venu pour un week-end de retraite, s'émerveillant de la vue depuis la terrasse. Tu as construit plus que du code, a-t-il dit en trinquant. J'ai organisé des camps de codage dans la salle multimédia du sous-sol, un projecteur diffusant des tutoriels sur le mur. Des adolescents locaux ont appris Python en mangeant de la pizza, les yeux écarquillés devant le rack de serveurs qui bourdonnait dans un coin. Un jeune a corrigé un bug dans notre dépôt open source. Sa demande de fusion a été intégrée en direct. J'ai encadré le message de commis au-dessus de la cheminée. La table a connu son premier Thanksgiving sans drame familial. Logan a découpé la dinde, Drew a préparé des cocktails avec trop de citron vert. La fille de Raphaël a mis la table, les serviettes pliées en cygne. Nous avons mangé jusqu'à plus faim, les plats s'empilant dans l'évier, le lac clapotant devant les fenêtres. Personne n'a vérifié les scores ou les rapports de recrutement. Les avantages de l'acquisition comprenaient une voiture de fonction. J'ai choisi un SUV hybride, je l'ai garé dans le garage pour 3 voitures. Les matins commençaient avec un café sur le quai, l'ordinateur portable ouvert sur les tableaux de bord du marché. L'argent du rachat était placé dans des fonds indiciels, croissant tranquillement. J'ai fait des dons équivalents à des bourses d'études STEM à l'UNC Charlotte, anonymement au début. TechCrunch a fait un suivi avec un article, que sont-ils devenus? Le photographe m'a prise à la table, la lumière du soleil entrant à flot par la vitre. L'article me citait, le succès n'est pas un trophée. C'est un espace pour les gens qui vous choisissent. Les actions ont grimpé en flèche. Ma valeur nette a franchi des virgules que je n'avais jamais imaginées. La villa est devenue le quartier général de tradition choisie. Des brunchs dominicaux avec des mimosas, des soirées jeux où Drew gagnait toujours aux cartes. Raphaël nous a appris à pêcher depuis le quai, prise et remise à l'eau, photos seulement. Le docteur Kahn a amené des conférenciers invités, les débats faisant rage jusqu'à minuit.
La table a tout supporté, les éclaboussures, les disputes, les toasts. Un soir, au crépuscule, je me promenais sur la propriété, l'eau calme comme un miroir. La table en chêne était visible à travers les fenêtres, vide mais en attente. À 900 miles de Kansas City. Zéro regret. Le rachat a financé la liberté. La maison du lac a construit la famille que j'avais conçue. 6 ans plus tard, une invitation pour le 60e anniversaire de maman est arrivée par la poste, un carton épais avec des lettres dorées. L'enveloppe portait mon ancienne adresse de Kansas City, barrée, la nouvelle imprimée sur une étiquette soignée. Je l'ai retournée 2 fois, le pouce traçant l'autocollant de l'expéditeur. La curiosité a gagné. J'ai réservé un vol sans escale, j'ai fait une valise légère et j'ai atterri le vendredi soir. La voiture de location sentait le désodorisant au pain. J'ai suivi la route familière, passant devant les terrains du lycée où Travis s'entraînait autrefois, le dîner où j'avais nettoyé les tables. La maison en briques rouges paraissait plus petite, la peinture s'écaillait au coin, l'allée plus fissurée. Des ballons flottaient à la boîte aux lettres, la musique pulsait depuis le jardin. Je me suis garé plus loin dans la rue, j'ai marché en jean et blazer. Les invités se pressaient sur le patio, des voisins, d'anciens entraîneurs, des parents que je reconnaissais à peine. Papa m'a vu le premier, près du grill, une spatule à la main. « Avery », dit-il, la voix neutre. Il m'a serré brièvement dans ses bras, il sentait le charbon de bois. Maman est apparue à la porte, un tablier sur sa robe, les yeux plissés. « Tu es venu » a-t-elle constaté, s'essuyant les mains sur une serviette. Pas de sourire. Travis s'est approché lourdement, sa bedaine tendant sa chemise, la poignée de main molle. « Salut sœurette, j'ai entendu dire que tu es une sorte de génie de la tech maintenant. » Il m'a tapé sur l'épaule, un peu trop fort. La fête a tourbillonné, découpe du gâteau, discours sur le service communautaire de maman. Je me tenais sur le côté, sirotant de l'eau. Maman a levé son verre depuis les marches. À la famille, a-t-elle porté un toast, puis son regard s'est posé sur moi. Il y a des enfants qu'on aimerait ne pas avoir à voir tous les jours, mais le sang vous lie. Les rires ont éclaté. Travis a reniflé. Papa a fixé l'herbe. Les mots ont frappé comme un déjà-vu, plus vif cette fois. J'ai posé mon gobelet, j'ai marché droit vers elle. Ton vœu s'est réalisé il y a des années. Je vis à Charlotte, de façon permanente. Le visage de maman s'est empourpré. Ne fais pas de scène à ma fête. Pas de scène, ai-je répondu. Juste les faits. Je me suis retourné, me frayant un chemin à travers la foule. Quelqu'un a chuchoté. Travis m'a crié quelque chose à propos du respect. J'ai continué à marcher, les clés déjà à la main. Le trajet jusqu'à l'aéroport était flou, les lumières de l'autoroute filant, la radio éteinte. Je suis monté à bord du vol de nuit, la ceinture bouclée avant le décollage. Le téléphone a vibré alors que les roues quittaient le sol, le numéro de maman. Appelle-moi. Il faut qu'on parle. Je l'ai bloqué en plein vol, l'écran devenant noir. De retour à Charlotte à l'aube, j'ai supprimé le contact, effacé la conversation. Plus de notifications de cet indicatif régional. La villa attendait, silencieuse, le lac scintillant derrière les fenêtres. J'ai préparé du café, je me suis assise sur le quai, regardant le soleil monter. 6 ans de silence confirmé. Papa a envoyé un email une fois, transféré d'un ancien compte. Ta mère est contrariée. Travis a perdu son parrainage. Je l'ai archivé sans le lire. Tante Eileen a envoyé un emoji pouce levé, rien d'autre. La fête s'est estompée comme un mauvais rêve. Le travail a repris. Appel du lundi, feuille de route des produits. Les collègues ont posé des questions sur le voyage. J'ai haussé les épaules. Obligation familiale, c'est fait. Pas de détails. La fracture d'il y a longtemps me faisait mal par temps froid. Cette coupure était plus nette. J'ai changé mon contact d'urgence pour Logan, mis à jour les formulaires de bénéficiaires. Les avocats ont géré les documents par Zoom. Pas de questions. Le passé est resté à Kansas City, enterré sous des ficelles de ballons et des miettes de gâteau. Un soir, Raphaël faisait griller du poisson à côté. Il m'a fait signe de venir. Ça va, a-t-il demandé en retournant les filets. J'ai hoché la tête,
j'ai accepté une assiette. Nous avons mangé sur son patio, les enfants poursuivant les lucioles. Simple. Choisi. Le numéro bloqué a essayé depuis une nouvelle ligne des semaines plus tard. Messagerie vocale de Travis, des excuses pâteuses. Il avait besoin d'argent pour des frais d'avocat. J'ai supprimé sans écouter. J'ai vidé la corbeille. Définitivement. Les photos de l'anniversaire de maman ont fait surface sur le réseau social d'un cousin. Des sourires, aucune mention de mon départ. J'ai fait défiler, je me suis désabonné du fil. La distance n'était plus une question de kilomètres. C'était une question de réglage. Je prenais l'avion en classe affaires pour des conférences, je parlais dans des panels sur l'éthique de l'IA. Les journalistes posaient des questions sur mes origines. Je mentionnais la bourse, j'omettais le reste. L'histoire m'appartenait, c'était à moi de la façonner. Tante Aileen est venue une fois, a fait le tour du lac dans sa nouvelle berline. Fier ne suffit pas, a-t-elle dit au dîner. Nous avons trinqué avec de l'eau pétillante. Elle est repartie avec des restes. Sans un regard en arrière. L'invitation est allée dans un tiroir, puis dans la déchiqueteuse, des confettis en papier pour un parterre de jardin. Des racines dans un nouveau sol. Kansas City est devenu un point sur les applications météo, consultées pour les vols, rien de plus. L'humidité de Charlotte était devenue familière maintenant, les matins vifs au bord de l'eau. Je courais sur le chemin du quai au lever du soleil, écouteurs aux oreilles, playlist à fond. 1 an a passé. Pas de carte, pas d'appel. Le silence était d'or. J'ai organisé une retraite d'équipe à la villa, des sessions de stratégie autour de la table en chêne. Des tableaux blancs sur des chevalets. Drew esquissait des feuilles de route. Logan commandait le traiteur. Productif. Paisible. L'écho du passé ne résonnait plus que dans ma mémoire, s'estompant comme du vieux code. Je l'ai réécrit ligne par ligne. Nouvelle validation, construction propre. Charlotte. Définitivement. Le dernier Noël, j'ai ouvert grand les portes de la villa. Des guirlandes lumineuses scintillaient le long du quai. Une odeur de pain flottait depuis l'arbre dans le grand salon. J'avais envoyé des invitations des semaines plus tôt, de simples cartes avec les coordonnées du lac. Les invités sont arrivés avec des plats et des cadeaux emballés, les pneus crissant sur l'allée de gravier. Tante Aileen est arrivée la première, le coffre chargé de boîtes de sa boulangerie préférée de Charlotte. Elle m'a serré dans ses bras sur le seuil, son manteau saupoudré d'une légère neige venue des montagnes. Drew a suivi dans sa berline électrique, portant une caisse de bières artisanales. Raphaël et sa fille ont monté les marches 4 à 4, les bras chargés de tamales fait maison. Le docteur Kahn est arrivé le dernier, l'écharpe nouée avec soin, apportant une boîte de noix épicées. Nous nous sommes réunis autour de la table en chêne, les 10 sièges occupés. Les bougies vacillaient dans des photophores en verre, les assiettes s'empilaient de dinde, de farce et de la célèbre tarte aux noix de pécan d'Aileen. Les rires fusaient par-dessus le cliquetis des couverts. La fille de Raphaël passait la sauce. Drew resservait les verres. Le docteur Kahn racontait des histoires de percées sur le campus. Sans ordre du jour, sans compter les points. Mon téléphone a vibré au milieu du repas. Numéro inconnu, indicatif de Kansas City. Je l'ai mis en silencieux, mais il a sonné à nouveau. Je suis allé dans la cuisine, j'ai répondu à voix basse. La voix de ma mère a crépité. Travis a tout perdu. Les parrainages sont partis. La maison est saisie, les poursuites s'accumulent. Il a besoin d'aide. J'ai jeté un coup d'œil à la table. Aileen coupait la tarte, Drew prenait des photos. Raphaël apprenait un tour de cartes à la petite. Dis-lui d'appeler un avocat, ai-je dit. C'est la famille, a insisté maman. Tu as de l'argent maintenant. Cette table n'a pas de place pour ceux qui m'ont mis à la porte. J'ai mis fin à l'appel, bloqué le numéro, éteint le téléphone. Je suis retourné à ma place. Drew a haussé un sourcil. J'ai secoué la tête une fois. La conversation a repris. Le dessert a laissé place aux annonces. Je me suis levé, un verre à la main. Une dernière chose. J'ai expliqué la fondation Avrilan, financée par les bénéfices de l'acquisition, axée sur des bourses complètes pour les étudiants à faible revenu en STEM confrontés à la résistance familiale.
Les candidatures ouvraient en janvier. Le mentorat était inclus. Le docteur Kahn a proposé de présider le conseil d'administration. Aileen a essuyé une larme, hochant la tête fermement. Nous avons trinqué au fond, les verres tintants. La fille de Raphaël a demandé si elle pourrait postuler un jour. Absolument, ai-je répondu. La table a explosé en plans, collecte de fonds, camp de codage, réseau d'anciens élèves. L'énergie bourdonnait comme au début de la start-up. Plus tard, nous nous sommes emmitouflés pour les feux d'artifice sur le quai. Un petit spectacle que j'avais commandé, les explosions se reflétant sur l'eau. Les enfants faisaient des « oh », les adultes prenaient des photos. Le docteur Kahn m'a pris à part. C'est ça, un héritage, dit-il doucement. J'ai souri, regardant les couleurs exploser au-dessus de nous. Le nettoyage s'est fait en commun, Drew à la vaisselle, Raphaël emballant les restes, Aileen étiquetant les contenants. Les lumières de l'arbre brillaient doucement alors que le dernier invité partait. J'ai verrouillé la porte, seul dans le silence, la table débarrassée, les chaises rentrées, le lac clapotant dehors. La fondation a été lancée publiquement au printemps. Le communiqué de presse a fait les nouvelles locales, les candidatures ont afflué. La première bénéficiaire, une fille du Missouri rural, dont les parents voulaient la marier à 18 ans. Elle s'en est sortie grâce au code, tout comme moi. Je l'ai rencontrée à l'orientation, lui ai remis le chèque personnellement. Maman a essayé une fois de plus. Une lettre, transférée d'une ancienne adresse, plaidant pour les frais de désintoxication de Trévis. J'ai écrit « Retour à l'expéditeur » et l'ai mise dans la boîte aux lettres. Aucune réponse nécessaire. Tante Aileen a déménagé plus près. A acheté un condo à 10 minutes. Les dîners du dimanche sont devenus une routine. Ses recettes, mon grill. Drew et Raphaël se joignaient souvent. Les enfants grandissaient vite. Le docteur Kahn a pris sa retraite, consulté pour la fondation, pro bono. La table accueillait des jalons, remises de subventions, anniversaires. Des mardis tranquilles avec des plats à emporter. Les sièges tournaient, mais le noyau restait. Pas de place vide pour la culpabilité. Au fil des ans, la fondation en a financé des dizaines. Les diplômés envoyaient des nouvelles, brevets déposés, entreprises créées. J'ai encadré leurs emails au-dessus de la cheminée, à côté du trophée TechCrunch. Un soir de Noël tranquille, je me suis assise seule à la table, le café fumant. Le téléphone silencieux, le lac gelé sur les bords. La famille, ce n'était pas le sang. C'étaient les gens qui étaient là, qui restaient, qui vous choisissaient en retour. J'avais construit cela. Complètement coupé des anciennes racines, profondément ancré dans les nouvelles. La leçon s'est cristallisée. La vraie famille, c'est la table que vous dressez, les portes que vous ouvrez, les mains que vous tenez sans obligation. Charlotte, choisie pour toujours.